Marie Climis, incroyable. Marie Climis qui nous vient de Londres d'Angleterre, et tu es venue spécialement par le tunnel. Raconte nous dire bonjour à Jodogne dans le cœur du Brabant wallon. Bonjour Marie, bienvenue sur nos antennes. Bonjour Philippe. Alors Marie, tu es une auteure que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup par l'écriture, bien entendu. Je ne voudrais pas faire d'impair, hein. J'aime beaucoup parce que tu approches un bâtiment qui est quelque part un personnage et un bâtiment qui vit tout seul. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, donc mon roman c'est La Maison. Et La Maison, c'est l'histoire d'une maison qui raconte sa propre histoire et qui ressent les émotions des personnages qui la traversent. Donc elle répond aux crises de colère par des tremblements de terre, ses canalisations éclatent sur le coup d'un chagrin d'amour et puis sa température monte quand les amants se retrouvent. Et donc on y suit une série de personnages un petit peu fous, un petit peu fantasques. On a des enfants qui se promènent à dos de moutons, des tableaux qui parlent et une cuisinière qui fabrique des chocolats qui rendent amoureux. Des chocolats qui rendent amoureux, mais quel plaisir. Dis donc, on a un sacré cadre ici, quelle chance. On est à... Tout à fait. Quand on parle de maison, il faut s'inspirer. Voilà, Château de l'Ardoisière qui nous accueille gentiment. On peut pas faire de pub, mais enfin, on peut les citer quand même. On peut quand même en faire un peu. Voilà. Donc, une maison qui vit, une maison un peu voyeuse quelque part. Ah, tout à fait. Elle regarde de très près ce qui se passe dans la vie de ses personnages, ses protégés. Et puis elle les aide un petit peu aussi. Qu'à un moment, par exemple, il y a la guerre. Et pendant la guerre, elle protège l'un de ses personnages, Aurore. Et elle se bat. Elle se bat avec force, avec cœur pour chasser les soldats, pour défendre sa protégée. Alors c'est amusant parce que tu nous parles de guerre, enfin amusant c'est relatif, je dis amusant puisque tu vis à Londres, est-ce que la ville t'a inspiré? La ville, pas tellement, pas ses bâtiments, mais ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le côté justement fantasque de Londres. Londres est multiculturel, Londres est complètement farfelu. L'Angleterre, c'est le pays de Lewis Carroll et son fameux Alice au pays des merveilles. Et donc, quand on vit dans un univers où justement l'extravagant on embrasse vraiment l'extravagance, eh bien, c'est le meilleur endroit pour raconter des histoires folles. Alors Londres, effectivement, c'est Alice au pays des merveilles, c'est également Mary Poppins. Tout à fait. Et eh bien, c'est ça justement que j'aime dans les histoires, c'est Mary Poppins, ce que j'aime bien et ce qu'elle peut avoir de points communs avec ma maison, par exemple, c'est la magie du quotidien. À savoir, parfois on me dit ton roman est fantastique. Je fais non, c'est pas du fantastique. Il n'y a pas de fées, il n'y a pas de dragons. Il y a des hommes et des femmes dans une maison qui pourrait être n'importe quelle maison. Mais la magie se mêle dans le quotidien. Et comme dans Mary Poppins, on a une gouvernante, sauf qu'elle tombe du ciel et que pour ranger sa chambre, eh bien, il suffit de claquer des doigts. Eh bien, la maison, c'est un petit peu ça. On a une maison, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que les tableaux se mettent à raconter des histoires et les chocolats rendent amoureux, bien sûr. Alors on a parlé du roman, on va parler de l'auteur ou de l'auteur, ça dépend, ce que l'on veut suivre, le féminisme ou l'épuration de la langue. Mon Dieu, quel horrible mot. Mais toi-même, tu es d'origine multiculturelle. Culturisme, c'est autre chose, bien entendu. Multiculturelle, puisque ton papa est d'origine grecque et ta maman est belge. Oui, donc mon papa, ses deux parents sont grecs. Ma mère est à la base belge, mais elle a aussi des petites origines suisses, luxembourgeoises. Mon mari est marocain et je vis à Londres avec des amis russes et polonais et indiens. Et donc en fait, c'est beau belgicisme, le melting pot culturel. Et je pense que c'est aussi ce genre de choses qui m'inspire énormément. Oui, qui t'inspire, et mon Dieu, c'est du bonheur. C'est une écriture, me semble-t-il, que ressemble très vaguement. Je ne voudrais pas faire de parallélisme malencontreux, mais je ressens un peu le Petit Prince dans ton histoire. Ben oui, parce que c'est une histoire douce, en fait. C'est une histoire douce et un petit peu folle qui regarde le monde avec beaucoup de naïveté. Et en même temps, de naïveté ou de sagesse, après, il y a plusieurs écoles.
Et j'aime beaucoup Le Petit Prince, évidemment, donc je suis très flattée de la comparaison. Oui, douce, l'histoire est douce, mais Le Petit Prince, même si l'histoire est douce, est quand même malgré tout une énorme leçon de vie. Il n'y a pas que de la douceur, on parle également du suicide dans Le Petit Prince. Est-ce que dans ta maison, on approche ce genre de sujet grave, indirectement j'entends? Eh bien, moi, j'avais l'impression que non. J'avais l'impression que mon histoire était juste un conte qui racontait une histoire. Mais beaucoup de personnes qui ont lu mon roman m'ont dit « Ah, mais on y parle de sujets très importants. » Et je dis « Ah bon, quel sujet très important ?» Et on me dit « Oui, on voit ta vision sur le monde, sur la guerre, sur les hommes, sur la diversité. » Et en fait, sans m'en rendre compte, on ne peut pas s'empêcher. En fait, on verse une petite partie de son âme, je pense, quand on écrit. Je suis sûre que tu le sais comme moi. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de traiter de différents sujets. Je parlais un petit peu plus tôt, justement, de la scène qui se passe pendant la guerre. Et effectivement, je pense que la maison est extrêmement perplexe. Par exemple, elle voit ses soldats et elle ne comprend pas très bien qui sont ces gens, ce qu'ils veulent et l'absurdité de ces 4 régiments habillés de multicolores, tout plein de fierté, mais elle ne comprend vraiment pas ce que sont... C'est quoi cette histoire? Et donc, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de donner son opinion. Là, sur le coup, à travers les lignes et à travers l'histoire, je n'aime pas beaucoup la guerre. Je pense que ça se ressent. Ça se ressent, mais on comprend très très bien l'interrogation de la maison, parce que l'on analyse la guerre et on est en plein dedans, quand on pense à ces pays qui sont ravagés, c'est absurde. On a l'impression quelquefois que c'est dirigé par quelques personnes haut placées dans un fauteuil, bien entendu bien confortable, mais ce sont les populations, les maisons qui souffrent le plus, et c'est dramatique. Merci de le souligner. Il y a des personnages, j'appelle ça des personnages, sympas mais un peu bizarres. Ce sont des moutons qui mangent les nuages, si je me trompe. Ils mangent tout, en fait. Donc j'ai un mouton, Bernard. Bernard, c'est mon personnage préféré. Bernard, c'est un mouton qui est très attaché à mon autre personnage principal, Aurore, et qui la suit partout. Et c'est un mouton très gourmand. Donc il commence à manger des feuilles, et puis il finit par manger des briques. Il finit par manger tellement de briques qu'il creuse des souterrains en dessous de la maison. Il part à un moment dans un cirque, il devient le téméraire Bernard, le mouton mangeur de montagne. On le peint en noir, on le zèbre d'éclairs dorés, on lui rend les yeux rouges. Et il est très, très gourmand, mais très courageux aussi. Et il brave la guerre et les incendies pour sauver cette petite fille qu'il suivra pendant toute sa vie. Une belle histoire, on va pas dévoiler évidemment le contenu de cette histoire. Moi j'ai envie d'aller un peu de l'avant parce que actuellement évidemment tu es dans un marathon signature, un marathon évidemment de promotion qui est épuisant. On te voit partout. Je t'ai rencontré à Charleroi. Je sais que tu voyages du nord au sud en Belgique dans toutes les librairies possibles et imaginables et c'est tant mieux. Première question, parce qu'il y en a une autre qui est sous-jacente, quel est l'accueil du public ? Eh bien, très très positif. Il faut dire que j'approche le public avec des chocolats qui rendent amoureux, donc ça marche toujours. Et mais effectivement, l'accueil a été très positif et en général, avec mon livre, je demande un feedback. C'est un premier roman, donc on a toujours envie d'avoir un retour, positif ou négatif d'ailleurs, parce que le but c'est d'avancer. Et j'ai eu vraiment plusieurs personnes qui ont lu mon livre, qui l'ont beaucoup aimé et qui sont revenues vers moi avec leurs commentaires. Et le commentaire qui revient de manière plus souvent, c'est vraiment la douceur. C'est vraiment le fait que c'est une histoire très douce, très positive, dans un monde très sérieux et que c'est un livre qui fait du bien. Il y a un commentaire qui m'a interpellé, que j'ai lu, c'est un commentaire qui vient d'une romancière qui est malgré tout pas mal connue, Christine Brunet, romancière policière, romancière de policiers. Ça fait quoi quand tu reçois ce genre de commentaires? Ça doit chatouiller. Oh, mais ça fait vraiment très très plaisir évidemment, surtout que je pense que tu dois le savoir comme moi, on écrit un livre en fait, son univers intérieur et moi mon histoire elle est complètement folle, je disais des moutons géants et des machines volantes et on se plonge dans cette histoire, c'est tout un marathon.
Et puis à un moment, on se demande, mais est-ce que cette histoire a du sens ? Est-ce que je ne suis pas complètement folle à raconter des histoires complètement folles ? Et justement, quand tout d'un coup on partage cet univers fantasque avec d'autres personnes qui justement adorent ce côté fabuleux, eh bien c'est très flatteur, évidemment. Sympa, mais alors, cette maison, ce livre, a pris ses balbutiements. Il n'y a pas de secret, je t'ai déjà interviewé il y a quelque temps, et ce fut un plaisir. Ces balbutiements, je disais, en fait, grâce à tes études. Mes études, ça dépend lesquelles. Donc j'ai fait d'abord des études de commerce. Et je suis pas persuadée qu'elles aident énormément pour l'écriture, si ce n'est pour faire des sourires et donner des chocolats qui rendent amoureux pour vendre des livres. Mais et puis depuis, j'ai repris donc des études de théâtre en fait. Et là, c'est ce que je fais pour le moment. Et c'est vrai que c'est l'univers du merveilleux, c'est l'univers du spectacle, et c'est très inspirant aussi pour écrire de belles histoires. Alors j'avais cru comprendre qu'effectivement tu avais commencé une maquette pour pouvoir rentrer dans cette école de théâtre. Tu avais dû créer une maquette et une histoire en relief, je crois, et que c'était grâce à ça qu'était venue l'idée d'écrire l'histoire de la maison. Est-ce que c'est exact ou bien j'ai mal compris ? Non, c'était l'inverse en fait. J'avais déjà écrit la maison et je devais présenter donc pour mon audition qui était il y a 1 an. Je devais présenter mon travail en tant qu'artiste, sauf que mon travail en tant qu'artiste est un livre en français et c'est une école à Londres. Et donc je ne savais pas très bien comment le présenter, si ce n'est montrer un livre que personne ne pourrait jamais lire. Et donc j'avais créé justement un livre en 3 dimensions, en papier découpé, à base de pages de livres, qui racontait l'histoire, le premier chapitre de la maison. Et c'est vraiment une belle aventure parce que j'avais jamais fait ça, je l'ai fait juste pour mon audition. Les gens qui étaient là ce jour-là ont adoré, et d'ailleurs, sont mes camarades de classe aujourd'hui, m'en parlent encore. Et du coup, j'ai continué à faire justement ces livres pop-up, comme on les appelle en anglais. Et maintenant, on parle de créer un spectacle inspiré de ces livres. Et je viens d'avoir discuté avec une bibliothèque à Watermal-Boisfort, dont je suis originaire, pour faire justement une exposition de ces livres découpés dans le cadre d'une séance de dédicace. Donc comme quoi, la maison a fait des petits. Alors là, tu nous invites, parce qu'on sera les premiers à venir. Oui, avec plaisir, évidemment. Alors, le chemin, on en a parlé, le chemin primaire, c'est-à-dire les premiers pas en écriture, premiers pas en qualité de romancière, vachement bien accueilli par le public, parce que j'ai vu le nombre d'exemplaires que tu as vendus. Il y en a beaucoup qui rêveraient arriver, ne fût-ce qu'au quart ou à la moitié, et bravo. Mais ça ne vient pas tout seul, ça demande énormément d'énergie de la part de l'auteur, principalement aujourd'hui, je crois. Oui, c'est beaucoup de travail. Je pense que peut-être quand on écrit un livre et on s'imagine évidemment que tout le monde va se battre pour le publier, tout le monde va se battre pour l'acheter. Je pense que publier un premier roman n'a jamais été facile. Aujourd'hui, c'est plus difficile que jamais. Et je pense que pour promouvoir un livre, eh bien, il faut beaucoup travailler. Il faut sortir de sa tanière d'écrivain et aller voir le monde. Et je pense que toi comme moi sillonnons les routes, que ce soit les foires littéraires, les librairies, les dédicaces. Et c'est très gai en même temps parce qu'on rencontre ses lecteurs, mais c'est aussi très fatigant. C'est épuisant, d'autant plus que, on l'a dit tout à l'heure, tu viens de Londres. Chaque fois qu'il y a une dédicace, tu dois arranger ces dédicaces, fusionner ces dédicaces et donc gérer un agenda presque de ministre. Oui, tout à fait, mais en même temps, c'est l'occasion de venir en Belgique. Ma famille est ici. Ma famille qui est également qui est en redistribution, à savoir ce sont mes agents, mes distributeurs, mes coachs. Et donc c'est l'occasion de venir les voir en même temps et donc ce n'est que du bonheur. Voilà, tu viens à Watermal-Boisfort et tu fais l'effort de consacrer une journée de tes courts congés pour venir à Jodogne et on te remercie. Mais tu n'as pas tes chocolats qui rendent amoureux, mais heureusement, parce que je perdrais pied. Non, malheureusement je ne les ai pas pris aujourd'hui parce que c'est dangereux les chocolats qui rendent amoureux, donc il faut en user avec parcimonie.
Ça dépend. Si l'amour est partagé, c'est merveilleux, mais l'amour à sens unique, c'est un drame. Et ça, ce sont d'autres romans à venir. Justement, parlons d'autres romans. Est-ce que tu as des projets à venir? J'ai un projet que j'ai mis un peu de côté pour le moment avec la promotion de la maison. Mais donc c'est assez différent comme atmosphère. La maison, ça se passait à la campagne. Ici, ce livre qui n'a pas encore vraiment de titre se passera dans une ville et on imagine une ville fictive qui rassemble les éléments les plus déshumanisés de Londres, Singapour, New York, toutes ces grandes villes modernes. Et dans ce monde résolument moderne, marchand et où l'individualité est devenue est mise de côté, on va suivre une série de personnages, d'abord un et puis plusieurs, qui sont des personnes pour la plupart âgées, mais pas seulement, qui ont tout en commun d'avoir un métier, une passion qui n'a plus vraiment beaucoup de sens dans le monde d'aujourd'hui. Et donc on commence par suivre Georges Petridis, tailleur d'éponges, qui lui, son métier, c'était de tailler des éponges naturelles, sauf que dans le monde d'aujourd'hui, on ne taille plus d'éponges naturelles, et donc par la force des choses, il fait des petits métiers, il a pas un bal et il galère pas mal. Et puis, il finit par par être en contact avec le cercle des professionnels de l'inutile, à savoir une série de personnes qui se rassemblent et qui discutent de toutes les choses qui méritent d'être sauvées. Alors ils commencent par faire des petites actions symboliques. Une de mes préférées, c'est ils font du jardinage guérilla, à savoir ils plantent des géraniums dans les trous du macadam pour se dire, évidemment, les services de nettoyage vont les enlever après 5 minutes, mais ils disent il n'y a plus de fleurs dans une ville, c'est quand même triste. Et donc nous, on estime que les fleurs, c'est une belle chose qui mérite d'être sauvée. Et donc ils font des petites actions au début insignifiantes, puis qui s'emballent pour devenir de plus en plus politiques, pour se dire justement qu'il y a des choses qui servent à rien, mais qui méritent d'être célébrées. C'est vrai, les choses qui ne servent à rien, pardon. Mais ces choses qui ne servent à rien, qui sont souvent montrées du doigt, ce sont bien souvent des grosses bulles de lumière qui permettent de sauver pas mal de monde, parce que nous vivons une société dans laquelle il est rude de s'y retrouver. Oui, tout à fait. Et je pense que parfois on oublie que c'est important d'avoir un travail, c'est important d'avoir un toit, c'est important d'avoir beaucoup de choses, mais que les choses telles que justement, là on parlait de la gastronomie, l'aventure, la musique ou le jardinage, ce sont en fait les passions, et les passions, c'est pour ça qu'on vit. Et donc le jour où on enlève tout ça, eh bien le monde sera bien triste. Oui, les passions, heureusement. Et heureusement que les passions, tu les écris. Et mon Dieu, c'est du bonheur de les partager avec nous. Donc, aujourd'hui, te voici sur RCF Bruxelles, RCF Namur, Radio Passion. Et tu te retrouveras probablement sur Actu TV, bien que cette chaîne, je ne la gère pas. Et TV Passion, ça te fait quoi? Ouais, ça me fait très plaisir, évidemment. C'est un grand plaisir, grand honneur. Et un plaisir de te voir, évidemment, Philippe. J'irai partager. Attends, après tout le trajet que tu as fait pour nous rejoindre, tu vis à Londres, on l'a dit, tu approches le théâtre, mais pas que. Tu as fait un petit clin d'œil à la musique, et c'est normal puisque la musique fait partie de ta vie. Bien oui, jusqu'à il y a 2 mois, je m'occupais en fait de la programmation musicale d'un musée du sud de Londres. Il n'y a rien de plus merveilleux de passer ses étés à travailler sur des concerts et de travailler avec des musiciens. Et même si là maintenant j'ai fait une petite digression vers le théâtre, moi j'aime justement le théâtre qui mêle justement la musique, la danse, etc. J'ai joué de la clarinette aussi, mais très mal il y a très longtemps. Et il faudrait C'est pas évident comme instrument. Non, en fait, mais j'aimais beaucoup, et puis j'ai eu 14 ans, et à 14 ans, on a envie d'être cool. Et donc, la clarinette, c'est pas très tendance, c'est pas de la guitare électrique. Et donc, j'ai quitté la clarinette pour devenir cool. Je ne suis pas devenue cool, d'ailleurs, mais j'ai quitté la clarinette, ce qui est un grand regret, mais il n'est jamais trop tard. Voilà. Alors on parlait justement de la musique, on parlait du théâtre, on parlait de la maison. Et tout ça, finalement, se rejoint, non? C'est pas un peu ton histoire que tu décris là?
Bah oui, moi je trouve que j'aime pas mettre les différentes formes d'art dans des cases et j'ai beaucoup de personnes qui me posaient la question en me disant tiens tu as commencé par l'écriture et maintenant tu fais du théâtre et je fais mais on ne parle que du monde de l'imaginaire et le monde de l'imaginaire ce n'est pas une chose ou une autre, ce sont des différents domaines qui se nourrissent et qui s'influencent les uns les autres, c'est le monde des idées, c'est le monde de la folie. Et je pense qu'il y a mille façons de trouver de l'inspiration qui justement nourrissent ces différents domaines. Justement, en parlant de théâtre, est-ce que tu songes ou est-ce que tu as songé à adapter ton livre au théâtre? J'aimerais beaucoup, mais je pense que c'est pas très évident parce que les murs tremblent, les tableaux parlent. Et en même temps, j'avais vu il y a quelques années une adaptation théâtrale de L'écume des jours qui... J'ai été très flattée, d'ailleurs j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit que mon roman leur faisait penser à L'écume des jours. Je pense qu'ils ont tort, parce que L'écume des jours est vraiment un très très beau livre. Mais c'était ça, je pense que c'était justement son côté magique et sa douceur, dans le cas de L'écume des jours, sa douceur qui devient un petit peu triste. Mais justement j'avais vu une mise en scène de L'écume des jours au théâtre, et je m'étais dit, L'écume des jours, bon, on peut pas transmettre ça au théâtre, c'est trop fou, il y a trop d'endroits différents, il y a trop de choses complètement farfelues. Mais justement, un metteur en scène dont le nom m'échappe, qui avait justement trouvé des techniques extrêmement créatives, justement, pour faire les nuages roses qui enveloppent les amoureux, les gens qui patinent sur scène, les murs qui étaient des rideaux de l'appartement qui se rétrécissent. Donc pourquoi pas un jour décider de transformer la maison. Pari tenu. Alors Marie, je vais te demander un petit exercice, c'est de lire un passage de ton livre, tu veux bien? Avec grand plaisir, oui, je vais le chercher de ce pas. Marie, raconte-moi une histoire. Eh bien voilà, donc je vais te lire un petit extrait de mon roman. On arrive à un moment où la petite fille qui se promenait à dos de mouton dont je t'ai parlé, eh bien on arrive au moment de son adolescence. Et comme tu le sais, l'adolescence c'est un moment où on est très tourmenté. On ne comprend pas très très bien, on a son cœur et son corps et tout se retrouve chamboulé et on ne comprend pas très bien. Et donc on a notre petite Aurore qui, sans bien comprendre pourquoi, se retrouve à ne plus comprendre ce qui lui arrive et elle se retrouve prostrée dans la maison. Elle maigrit et puis elle ferme les yeux et puis elle dort. Et puis son mouton, son éternel compagnon, va la chercher, la porte sur son dos et l'amène chez Constance, la fameuse cuisinière qui ensorcelle tout le village et qui règle tous les problèmes. Et donc nous arrivons au moment où Constance a donné une soupe tout à fait fabuleuse à Aurore et elle a ouvert les yeux et elle commence à raconter ce qui lui arrive. Et donc je vais te lire un petit passage. Et vous avez vu les étoiles qu'il y a dans ses yeux quand elle dit ça? C'est incroyable. Donc voilà. Constance revint avec 2 verres de vin chaud et contempla la jeune fille d'un air satisfait. Ses joues étaient roses et elle semblait déjà en meilleure forme. Constance s'assit sur son lit et lui tendit un verre qu'elle but d'une traite, docile. Aurore se sentait mieux. La chaleur de la pièce, l'odeur épicée du vin et le sourire accueillant de la patronne du café lui donnaient envie de s'allonger et de se laisser aller. Elle dévisagea la femme qui se tenait devant elle, son rond visage, effrayé marqué par les années, sa bonhomie qui semblait cacher tant de secrets, et elle eut envie de parler. Sans invitation aucune, Aurore se mit à raconter la création de l'opération, la rencontre avec la vieille dame et le fait que depuis, sans savoir pourquoi, elle avait perdu goût à la peinture. Elle raconta les conseils qu'on lui avait donnés, qui n'arrivaient pas à l'aider. Elle raconta qu'elle n'avait plus faim, que chaque fois qu'elle retournait sur le lieu de l'opération voir Jules, elle avait une grosse boule dans l'estomac, et qu'elle ne parvenait pas à se concentrer, qu'après cela, il lui était impossible de dormir pendant plusieurs jours. Constance l'écouta en hochant la tête de temps à autre, puis elle lui demanda simplement « Quel âge as-tu, Aurore ?»« 16 ans. »« Ah, 16 ans, dit-elle en souriant d'un air rêveur. Que ne donnerais-je pas pour revivre les tourments de mes 16 ans ?» Oh, la dévisagea sans comprendre. Elle poursuivit. Les premières fois sont les plus troublantes, j'en conviens. L'esprit tente de comprendre ce que lui impose le cœur, et le corps s'en retrouve tout bouleversé. Ça passera, fais-moi confiance.
Mais voilà qui devrait pouvoir t'aider à calmer les tourments qui t'assaillent. » Elle sortit une boîte de truffes au chocolat, enveloppée dans un papier de soie rose. « Du chocolat ?» demanda Aurore surprise. « Du chocolat, bien sûr. Je ne connais pas de meilleur remède. Maintenant, rentre chez toi et va te reposer. Tu en as encore bien besoin. » Aurore revint chez moi. Elle monta mes escaliers en courant, se rendit sur le toit et alla s'allonger sur les tuiles au soleil. Elle mangea un à un tous les chocolats contenus dans la boîte. À chaque bouchée, elle sentait grandir en elle un immense sentiment de bien-être, une vague de chaleur qui déferlait sur tout son corps. Elle se mit à s'étirer, exposant son corps à la lumière du printemps et souriant au ciel sans le moindre nuage. Elle se sentait bien, si bien qu'elle ne pensait plus aux mots, à la peinture, à la solitude, si bien que le soleil la faisait se tortiller de bonheur et qu'elle ne se souciait plus de ce qui se passait en bas. Tout en cet instant précis semblait avoir si peu d'importance. Elle oubliait la foule, les questions, Jules, Constance. Elle ne vit même pas cette dernière se rendre sur le lieu de l'opération pour apporter au garçon un ballotin de truffes au chocolat. Elle était bien, les heures passaient et le soleil poursuivait sa course autour de mon toit sans entacher son sentiment de plénitude. Les heures passèrent si vite qu'elle ne se rendit pas compte que le jour déclinait et qu'elle n'était plus seule. Jules se tenait debout devant elle, ses pieds à quelques centimètres de la corniche et le soleil rougeoyant dans son dos. Depuis combien de temps était-il là à la regarder ? Aurore n'aurait su le dire. Mais il y avait dans ses yeux une lueur qu'elle n'y avait jamais vue auparavant. Cette lueur parlait de quelque chose d'important. Cette lueur était une certitude. Elle parlait de maintenant et oui, elle parlait d'amour. Quand Aurore se leva, ses yeux brillaient aussi. Elle s'approcha de lui et au moment où leurs lèvres se frôlèrent, je me mis à frissonner jusque dans mes fondations. Les chandeliers du hall d'entrée, les verres de la cuisine, les bouteilles de vin dans la cave se mirent à vibrer à l'unisson, tintant de joie, d'extase, de surprise, en écho avec les tremblements des mains des deux jeunes gens. Sur le pas de sa porte, Constance me regarda vaciller avec tendresse, et elle prit elle aussi une truffe au chocolat pour revivre un instant les mois de ses 16 ans. La vie est tissée de ces quelques moments parfaits, ces moments uniques, volés à la banalité de l'existence et qu'on vit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Cette nuit-là fut l'un d'entre eux, et je ne saurais trouver les mots pour vous raconter les émotions qui ont fait trembler mon toit. C'était trop beau, trop juste, trop parfait. Dans la lumière baissante du jour, deux enfants découvrirent qu'ils étaient un homme et une femme, et comprirent pourquoi l'art et l'amour vivent en symbiose depuis la nuit des temps. Il aurait voulu l'écrire, elle aurait voulu le peindre, mais ça aurait été impossible, car il y a des choses auxquelles les mots et les couleurs n'auront jamais su rendre justice. Je ne vous parlerai donc pas de cette nuit-là. Il vous suffit de savoir qu'elle a eu lieu, et mes tuiles frissonneront encore bien des années au souvenir de ces premières caresses, des tremblements, des cris qui se finissent en prière, et du jour qui se lève sur les corps repus. Waouh, heureusement que nous ne sommes pas dans la maison, tu serais tombé dans le ruisseau. Mais oui, les murs en tremblent quand il y a des amoureux. Il n'y a pas que les murs, hein. C'est tellement beau l'amour. Georges Brassens l'avait bien décrit, hein. Ce regard de personne qui regardait l'amour non pas avec perversité, mais avec tendresse. Quel est le plus beau sentiment qui peut passer au-dessus de ça? C'est très beau. Merci infiniment, Marie. Mais merci à toi. Alors, Marie Climis, La Maison, c'est Paris. C'est paru aux éditions Chloé Délices, mais Chloé Délices Collection. Alors, merci d'être venu jusqu'ici, merci d'avoir assisté à nos émissions, et puis tu es la bienvenue quand tu le désires. Maintenant, je te propose de rentrer à la maison et d'aller boire quelque chose de chaud. Eh bien, avec grand plaisir, et merci encore 1000 fois Philippe pour cette interview. À bientôt. À bientôt.